Les cartons étaient dans mon couloir. 6 cartons empilés proprement contre le mur, juste devant la suite parentale. Ma suite parentale. Celle où mon défunt mari, Philippe, et moi avions dormi pendant 36 ans. Celle dont j'étais l'unique occupante depuis 11 ans, depuis sa mort. Les cartons portaient l'écriture soigneusement appliquée de ma belle-fille, Élodie. Cuisine. Linge de maison. Placard de Philippe. Table de nuit. Elle avait étiqueté le carton contenant les affaires de ma propre table de nuit avec le prénom de mon mari mort. J'étais simplement partie faire quelques courses. Je m'étais absentée 53 minutes. Quand j'étais partie, ma chambre était encore ma chambre. Quand je suis revenue, elle avait été empaquetée. Je suis restée immobile dans le couloir, mon cabas en toile à la main. Dedans, il y avait une bouteille de lait, un morceau de comté acheté à la coupe et une grappe de banane qui serait trop mûre dans exactement 3 jours. Et j'ai regardé les cartons pendant un très long moment. Depuis la suite parentale me parvenait le bruit d'un meuble qu'on traînait sur le parquet. Un souffle d'effort. Puis la voix de mon fils, Julien, pousse encore un peu la commode contre le mur, chérie. On réfléchira au reste de l'aménagement ce soir. La voix d'Élodie lui répondit depuis la chambre, Julien, tu peux aller chercher les tringles à rideaux dans le Kango? Je veux changer ça avant ce soir. Il faut aussi mettre les affaires de bain des enfants dans le placard. Les affaires des enfants. Le Kango. La commode déplacée. J'ai posé mon cabas sur le banc de l'entrée que Philippe m'avait fabriqué en 1989. Puis j'ai avancé très lentement vers la porte ouverte de la chambre. Je me suis arrêtée sur le seuil. Élodie était agenouillée près de la fenêtre, en train de dérouler des rideaux crème à motifs. Julien, lui, poussait ma commode contre le mur du fond. Ma commode. Celle qui avait appartenu à ma mère. Celle qui se trouvait dans cette pièce depuis 1988. Les sacs de voyage de mes petits-enfants étaient posés sur le lit où je dormais seule depuis 11 ans. La housse de couette avait été retirée. Les oreillers étaient à même le sol. Élodie m'a vue la première. Elle a souri. Un sourire large, lumineux, parfaitement préparé. Claire. Bonjour. Je suis tellement contente que tu sois rentrée. On s'est dit qu'on allait prendre un peu d'avance pendant que tu étais sortie. Ne t'inquiète pas, tous tes cartons sont étiquetés et prêts à être installés dans la petite chambre au bout du couloir. Julien s'est retourné. Il avait l'air coupable et prudent d'un homme de 46 ans qui venait soudain de comprendre qu'il aurait peut-être dû réfléchir avant d'accepter une idée de sa femme. Maman salue. On en allait justement t'en parler ce soir après le dîner. Je n'ai pas bougé du seuil. Julien. Oui, maman. Élodie. Oui, Claire? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans cette chambre? Élodie s'est relevée, s'est frottée les mains sur son jean et m'a adressé ce même sourire étudié. Je comprenais désormais qu'il avait été préparé précisément pour cette conversation. Claire, Julien et moi, on réfléchit depuis plusieurs semaines à la situation des enfants. Camille et Arthur deviennent trop grands pour partager la même chambre et la 3e chambre est vraiment minuscule. Et puis tu n'as pas réellement besoin de la suite parentale. Elle est immense pour une seule personne. On s'est dit qu'on pourrait échanger. Tu prendrais la petite chambre, celle avec la lumière du matin que tu adores. Et les enfants auraient chacun leur espace. Franchement, ce serait plus logique pour toute la famille. Julien est d'accord. J'ai regardé mon fils. Julien, lui, ne me regardait pas. Julien? Oui, maman. Tu es d'accord avec ça? Il a dégluti difficilement. Maman, je pense que ça a du sens. Les enfants ont besoin de place. Et toi tu es seule ici. C'est une grande chambre pour une seule personne. J'ai laissé cette phrase flotter quelques secondes dans l'air avant de demander très calmement, Julien, depuis combien de temps ta famille vit-elle dans ma maison? Il a fermé les yeux. Maman, Julien. La question. 3 ans et 4 mois. Exactement, mon chéri. Depuis septembre, quand votre projet d'achat est tombé à l'eau et que toi, Élodie et les enfants êtes venus occuper les 2 chambres d'amis pour quelques mois.
Cela fait 3 ans et 4 mois. Maman, je me suis tournée vers Élodie. Élodie. Oui, Claire? Combien de loyer m'avez-vous payé en 3 ans et 4 mois? Son sourire a vacillé. Très légèrement. Comme une pensée qu'elle n'avait jamais imaginé devoir formuler à voix haute. Claire, enfin on participe aux dépenses de la maison, combien d'euros de loyer, exactement? Au total, en 3 ans et 4 mois? Un long silence. Aucun. Aucun. Merci, Élodie. C'était la réponse. Elle a ouvert la bouche, mais j'ai poursuivi. Je n'ai pas terminé. Combien ai-je dépensé en courses alimentaires pour 5 personnes pendant ces 3 ans et 4 mois? Elle n'a pas répondu. Alors je l'ai fait à sa place. Environ 32 000 euros, d'après tous les tickets que j'ai conservés. Combien ai-je payé en électricité, gaz, eau, internet, chauffage pour une maison prévue pour une personne et qui en héberge 5? Environ 18 000 euros. Combien ai-je payé pour les besoins des enfants? Le soutien scolaire d'Arthur, les cours de danse de Camille, l'appareil dentaire du printemps dernier, les vêtements de rentrée parce que tu m'expliquais chaque mois que ça ne passait pas au niveau budget? 26 000 euros. En 3 ans et 4 mois, votre présence dans cette maison m'a coûté environ 76 000 euros. Sans compter que vous vivez ici gratuitement. Et aujourd'hui, pendant que j'étais chez Monoprix à acheter le lait et le fromage que vous mangerez ce soir, vous avez décidé de réorganiser ma chambre parce que, selon vous, je n'en ai pas besoin. Est-ce que ce résumé est exact? Le visage d'Élodie était devenu blanc. Claire, tu déformes complètement, je n'ai pas terminé. Julien. Oui, maman. Cette maison est à moi. Oui. Mon nom est inscrit sur l'acte de propriété. Quand ton père est mort en 2015, cette maison m'est revenue entièrement. Vous hériterez un jour, toi, ton frère et ta sœur. Mais je ne suis pas morte. Est-ce que vous avez conscience que je ne suis pas morte? Maman, Julien, as-tu conscience que je ne suis pas morte? Oui, maman. Alors explique-moi comment toi et ta femme avez pu conclure que la suite parentale de ma maison était un meuble qu'on pouvait déplacer pendant que j'achetais des bananes. Julien s'est couvert le visage avec la main. Élodie a parlé très vite. Claire, écoute, on ne voulait pas que ça se passe comme ça. On peut tout remettre comme avant. Vraiment. On peut en parler calmement ce soir au dîner, en famille. Élodie, lâche mes tringles à rideaux. Pose ces rideaux. Éloigne-toi de la fenêtre. Julien, remets ma commode à sa place. Maintenant. Ils m'ont regardé un instant. Puis ils ont obéi. Élodie a posé les rideaux sur le lit. Julien a repoussé la commode lentement sur le parquet, laissant derrière elle une longue marque claire dans le bois. Je suis entrée dans ma chambre. J'ai ramassé mes oreillers. J'ai replacé ma couette. Puis je suis ressortie, j'ai traversé le couloir rempli de cartons portant l'écriture d'Élodie et je suis allée dans la cuisine. Là, j'ai pris mon téléphone. Le numéro que j'ai composé était celui de Maître Bernard Lemoine. Il avait rédigé le testament de Philippe après sa mort et restait mon conseiller depuis des années. Il avait 79 ans, était officiellement retraité depuis longtemps, mais répondait toujours aux appels de ses anciens clients. Et je compris soudain qu'il attendait cet appel depuis au moins 2 ans. Il décrocha à la 3e sonnerie. Claire. Bernard, je veux faire expulser la famille de mon fils. Un léger silence. Puis sa voix calme et sèche. Sont-ils actuellement dans la maison? Oui. Ont-ils payé un loyer? Non. Sont-ils propriétaires? Non. Existe-t-il un bail écrit? Non. Alors ils occupent les lieux à titre gratuit. Vous pouvez mettre fin à cette situation avec un préavis légal de 30 jours. J'ai fermé les yeux. 30 jours, oui. Je peux rédiger le courrier ce soir et l'envoyer en recommandé demain matin. Bernard Philippe m'avait dit quelque chose en 2014, l'année avant sa mort. Il m'avait dit, Claire, si Julien revient vivre à la maison, tu lui laisses 8 semaines. S'il est encore là au bout de 8 semaines, tu appelles Bernard. Je lui ai laissé 3 ans et 4 mois. Un petit silence.
Puis Bernard répondit doucement, Philippe m'avait dit exactement la même chose. Il m'avait demandé de ne jamais discuter avec toi quand cet appel arriverait. J'attendais depuis 11 ans. Alors rédigez-le. Et faites-le pour 30 jours. Pas 60. Pas 90. 30. Ce sera 30 jours. J'ai raccroché. Puis je me suis préparé une tasse de thé. Quelques minutes plus tard, Julien est entré dans la cuisine. Il s'est assis face à moi. Maman, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû accepter ça. Julien. Oui. Depuis combien de temps Élodie et toi prépariez-vous cette idée? Depuis une semaine. Une semaine entière à prévoir de vider ma chambre pendant que j'étais absente pour ensuite m'annoncer au dîner que tout était déjà fait et que je devrais simplement m'habituer. C'était bien ça? Il n'a rien dit. Julien, raconte-moi comment ce dîner devait se dérouler. Il a regardé ses mains. Élodie disait que tu serais fâché au début mais que tu finirais par accepter. Elle disait que tu finis toujours par accepter. Que l'important, c'était de faire les choses pendant que tu n'étais pas là. J'ai fermé les yeux quelques secondes. Elle disait que je finis toujours par accepter, oui, maman. Combien de fois, en 3 ans et 4 mois, ai-je accepté quelque chose qu'Élodie avait changé pendant mon absence? Il a dégluti. Beaucoup. Donne-moi 3 exemples. Le garage quand tu étais chez tante Sylvie. Le tapis du salon remplacé pendant ton rendez-vous chez le dentiste. Les placards de cuisine repeints pendant ton club de bridge l'été dernier. Et que je fais à chaque fois? Tu disais que c'était joli, que ce n'était pas grave, tu finissais par accepter. Oui, Julien. Parce que l'alternative aurait été de faire une scène dans ma propre maison. Et parce qu'Élodie a toujours été très douée pour présenter chaque changement comme quelque chose auquel j'avais déjà implicitement consenti. Aujourd'hui, elle a simplement poussé l'expérience jusqu'à sa limite. Il est resté silencieux longtemps avant de murmurer « Maman, tu nous mets dehors ?» Je l'ai regardé. Mon fils de 46 ans. Le petit garçon qui, pendant un orage en 1981, s'était blotti sur les genoux de son père en demandant si le tonnerre pouvait l'entendre pleurer. Julien, je vous donne 30 jours. Vous allez trouver un logement. Je ne paierai pas votre caution. Je ne signerai aucun bail. Vous êtes adulte. Vous vous débrouillerez comme tous les autres couples de votre âge. Mais Camille et Arthur, ils dormiront dans des lits superposés. Ils mangeront les mêmes céréales dans une autre cuisine. Les enfants ne souffrent pas d'avoir une chambre plus petite. Ils souffrent de voir leurs parents traiter leur grand-mère comme un obstacle à leur confort. Il s'est mis à pleurer. Je ne me suis pas levée. Je n'ai pas adouci ma voix. J'ai bu mon thé. Après un moment, il a essuyé ses yeux. Est-ce que je pourrais revenir te voir après? Tu resteras toujours mon fils. Tu pourras venir déjeuner ici le premier dimanche de chaque mois. Seul. Pas avec Élodie. Les enfants, je les verrai ailleurs jusqu'à ce que je sois certaine qu'ils comprennent ce qui s'est réellement passé dans cette maison. Il a baissé les yeux. Élodie ne s'excusera jamais pour ça, je n'ai pas besoin de ses excuses. J'ai simplement besoin de son absence. Le courrier recommandé est arrivé le jeudi suivant. J'étais dans la cuisine quand Élodie a signé l'accusé de réception. Je l'ai regardé lire l'enveloppe. 20 minutes plus tard, elle est descendue. Les yeux rouges. Le sourire disparu. Claire, tu nous expulses vraiment. Je mets fin à une occupation gratuite, Élodie. Juridiquement, ce n'est pas la même chose. Elle s'est assise à ma table de cuisine. La même table à laquelle elle mangeait depuis plus de 3 ans dans une maison qu'elle appelait parfois chez nous lorsqu'elle parlait à sa mère. Élodie, écoute-moi bien. Pendant 3 ans et 4 mois, tu as mené une petite expérience dans cette maison. L'expérience consistait à voir jusqu'où tu pouvais déplacer les choses avant que Claire finisse encore par accepter. Tu l'as menée méthodiquement. Ce que tu ignorais, c'est que je prenais des notes. Elle est restée figée. J'ai un dossier. Chaque changement. Chaque réorganisation. Chaque ticket de caisse. Chaque date.
Je n'ai pas commencé ce dossier par méfiance. Je l'ai commencé parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi je rentrais chez moi avec cette sensation étrange que ma propre maison changeait en mon absence. Elle n'a rien répondu. Pendant toutes ces années, nous avons joué un rôle. Moi, celui de la belle-mère âgée qui finit toujours par céder. Toi, celui de la belle-fille dynamique qui améliore les choses. Cette mise en scène fonctionnait parce que j'y participais. Parce que je ne voulais pas être seule après la mort de Philippe. J'ai échangé ma tranquillité contre de la présence. Je le reconnais parfaitement. Mais aujourd'hui, je retire cette offre. Élodie s'est mise à pleurer. Je ne me suis pas approchée. Il n'existe aucune excuse que tu pourrais me présenter aujourd'hui et que je pourrais accepter. Je ne cherche pas tes excuses. Je cherche ton départ. Ils ont quitté la maison le 22 novembre, exactement 28 jours après la réception du courrier. 2 jours avant la date limite. Ce que j'ai apprécié. Élodie ne m'a pas dit au revoir. Camille, 10 ans, m'a serré dans ses bras et a murmuré « Mamie, tu es fâchée contre moi ?» Non, ma puce. Je ne suis fâchée contre personne de moins de 15 ans dans cette maison. Tu pourras venir ici tous les samedis de ta vie si tu le souhaites. On fera du pain ensemble et tu me raconteras les livres que tu lis. Arthur, lui, m'a simplement serré très fort sans parler. Julien a été le dernier à partir. Il a chargé le dernier carton dans le coffre puis il est revenu vers le perron. Maman, premier dimanche de décembre. Midi, déjeuner. Seul. Oui, mon chéri. Je serai là. Je le croirai le jour venu, Julien. Pas avant. Il a hoché la tête puis il est parti. J'ai fermé la porte derrière eux. Je l'ai verrouillée. Ensuite, j'ai traversé ma maison lentement. J'ai touché les murs. Les encadrements de porte. Les meubles. La commode de ma mère. Le fauteuil de lecture de Philippe. Le petit éclat dans le carrelage de la cuisine, causé par une casserole tombée en 1991 pendant que Philippe riait au téléphone sans comprendre pourquoi je ne pouvais plus m'arrêter de rire. J'étais de nouveau seule pour la première fois depuis 3 ans et 4 mois. Pourtant, je ne me sentais pas seule. Je me sentais comme une pièce enfin débarrassée des meubles de quelqu'un d'autre et où la lumière d'origine revenait enfin par les fenêtres. Ce soir-là, assise dans ma chambre, à mon petit secrétaire que Philippe m'avait offert en 1996, j'ai écrit une seule phrase dans mon carnet. Élodie avait collé le prénom de mon mari mort sur ma table de nuit. Elle disait que je n'avais pas besoin de la suite parentale. Je lui ai répondu que je n'avais pas besoin de colocataire non plus. Puis j'ai refermé le carnet. Je me suis allongée dans mon lit, dans ma chambre, avec mes oreillers exactement à leur place d'origine. Et j'ai dormi comme dort une femme qui vient enfin d'expulser non seulement les personnes qui réorganisaient discrètement sa vie, mais aussi la version d'elle-même qui acceptait encore tout cela.